sommes aux universités d'été de la DGCF, aux Franciscaines à Deauville. Nous allons parler action sociale en ces temps d'inflation et de lutte contre les inégalités. Alors je suis accompagné de Célia Escura. Vous êtes DGS à la Haute-Corrèze Communauté. Je suis également accompagné de Dominique Garnier. Vous êtes DGS à la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres près de Nantes et secrétaire général de l'association. Laurent Bezosi, vous êtes directeur général adjoint des services de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et vice-président national de la MNT et vice-président national de la MFP. Et enfin, Cédric Leloup, vous êtes directeur national des ventes pour Edenred. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous, cher Dominique. La protection sociale complémentaire, on en a beaucoup parlé, elle se généralise dans la fonction publique. À compter de 2025, les agents territoriaux pourront bénéficier d'une couverture santé-prévoyance. Alors, vous, en tant qu'employeur public, comment abordez-vous ce changement ? Alors, c'est un changement important qui pourrait être abordé de manière un peu négative. Une contrainte nouvelle, financière, dans un contexte de charges plus, etc. Donc qui nous amène encore à des arbitrages et des charges nouvelles. Mais je pense, moi, sincèrement, que c'est une vraie opportunité de dialogue social sur un sujet qui est majeur pour la santé, je dirais au niveau national, qui est la santé publique, un vrai sujet de politique publique de la santé et un enjeu majeur, je dirais, pour s'occuper de la santé de nos agents. Donc voilà, ça c'est en termes d'enjeu. Je pense que c'est une opportunité pour ouvrir un débat, un dialogue social sur cette question-là. Donc c'est une opportunité, je dirais, cette chance-là, c'est une opportunité aussi pour les élus, pour se saisir de débats dont ils ne se sont pas forcément saisis depuis je dirais, des années, entre guillemets. Un vrai sujet, je dirais, pour ouvrir un débat, un dialogue social. Je pense aussi que c'est un sujet qui doit nous permettre, dans un contexte aussi où il est de plus en plus difficile d'attirer de nouveaux collaborateurs ou de garder nos collaborateurs, de travailler l'attractivité de nos territoires. Et donc cette PSC, enfin cette protection, cette prévention, cette protection sociale, cette prévoyance, etc., doit nous amener des éléments aussi pour travailler sur cette attractivité. Sans exhaustivité aussi, je pense que c'est aussi un élément. On le voit bien aussi aujourd'hui dans le cadre contexte qu'on vit de difficultés autour du pouvoir d'achat. C'est un élément aussi d'accroissement du pouvoir d'achat pour nos agents. Donc c'est une vraie prise en considération, une reconnaissance de nos agents par le biais d'un bien qui me semble absolument indispensable, c'est la santé, et la santé participant aussi à la santé publique. Alors, autre intérêt que j'y vois plus en termes de politique RH, c'est aussi un sujet pour lutter contre l'absentéisme, qui, sur certains métiers, devient de plus en plus important. Et donc, en s'occupant de la santé des agents, on se préserve aussi d'absentéisme dans le futur. Et puis, deux choses en termes de méthode. Je pense que ce sujet-là peut être un élément de méthode ou un contexte qui va favoriser un travail collaboratif territorial sur ces questions-là. Et j'ose rêver, je dirais, un travail entre communes et intercommunalités pour travailler sur la santé de nos agents en commun. Donc ça, c'est en termes de méthode. Et puis, en termes d'accompagnement, je pense que c'est aussi une opportunité pour les centres de gestion, les centres de gestion, pardon, de nous accompagner ou d'accompagner les territoires qui ont moins de moyens pour aborder ces questions-là et sur des solutions, enfin sur des approches sur lesquelles on les attend aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment un accompagnement des collectivités sur ces sujets-là. Voilà un peu en termes d'enjeux comment je le vois en tant qu'employeur. Donc surtout pas une contrainte, enfin ne pas le voir comme une contrainte mais comme une opportunité et qui nous permettra de préserver la santé de nos agents, d'organiser un vrai dialogue social et puis de travailler en méthode avec nos communes et aussi peut-être avec les centres de gestion. Alors je vois que vous, Laurent Bezosi, vous acquiescez à certains des propos de Dominique Garnier. Alors nous avons eu le plaisir chez VK de beaucoup réfléchir avec la MNT en commun autour de plusieurs webconférences sur ce sujet, grand sujet de la protection sociale complémentaire. Alors vous, la MNT en tant que partenaire de la DGCF et grand acteur aux côtés des collectivités, comment accompagnez-vous les employeurs publics mais aussi les agents sur ce sujet ?
Oui, alors d'abord vous dire qu'on boude pas notre plaisir. La PSC, c'est l'aboutissement d'un travail de pratiquement une décennie de conviction, de persuasion auprès des pouvoirs publics pour faire prendre en compte que la santé, la protection de la santé fait partie de la responsabilité de l'employeur territorial. C'est déjà pris en compte dans le secteur privé depuis l'ANI et la MNT, avec d'autres, a mené ce combat depuis une dizaine d'années. Donc avoir un décret désormais qui fixe des paniers de référence et puis des pourcentages de participation de l'employeur, c'est évidemment un grand succès que nous portons pour nos collègues qui sont dans les collectivités territoriales. Pour l'accompagnement, vous l'avez dit, pour les employeurs territoriaux, on a fait beaucoup de webconférences avec vous, notamment avec VK, mais pas que. On a organisé aussi beaucoup de webinaires à destination des ce qu'on appelle le collectif des employeurs territoriaux, c'est-à-dire les associations d'employeurs, et pour essayer d'expliquer très en amont dès 2021, on a réalisé ces webinaires, et puis également auprès des organisations syndicales, parce que je crois que ça va être un acteur extrêmement important dans les années qui viennent, notamment dans la fonction publique territoriale, puisque par exemple pour les accords majoritaires, pour des contrats collectifs à adhésion obligatoire, il faudra un accord majoritaire des organisations syndicales. Donc on a fait ce travail-là avec elles, et puis on les accompagne également dans les discussions qu'elles ont avec les employeurs territoriaux, avec l'État, pour leur apporter tous les éléments techniques qui sont à notre disposition et tous les éléments également statistiques que nous avons. Fort de nos 800 000 adhérents, la MNT aujourd'hui est la première mutuelle qui couvre les agents du service public local. Et puis, dernier point, on est également très proactif par l'intermédiaire notamment de notre réseau militant extrêmement important à la MNT. Ce sont des milliers de militants au terrain, au quotidien répartis sur toute la France, donc au contact du terrain, et que l'on a formé. Moi, j'ai fait énormément de réunions internes pour former les militants qui eux-mêmes vont être des relais vis-à-vis des autres adhérents, vis-à-vis des collègues dans les collectivités territoriales pour bien faire comprendre la PSC. On a un peu de temps puisque c'est 25-26 les applications, mais pas trop parce que les grands sujets se traitent maintenant. Et voilà comment la MNT accompagne. Et dernier élément que je voulais vous dire, c'est que pour nous, la PSC, je vous l'ai dit au début, c'est pas forcément un aboutissement, mais c'est une étape importante parce qu'il reste encore beaucoup de choses à discuter, beaucoup de choses à négocier. La prévoyance, la participation à 20% est une participation minimale, donc il y a peut-être quelque chose à faire, même si ça relève du domaine législatif. Et puis il y a le panier de soins. Aujourd'hui, il est à 30 €. Dans la fonction publique d'État, l'accord interministériel a donné des niveaux de garantie qui, on le sait très bien, sur le secteur concurrentiel, ne sortira pas des appels d'offres à 30 €, ils sortiront vraisemblablement à 60 €. Donc il y aura sans doute le montant du panier de référence à revoir. Voilà de beaux combats encore à mener pour continuer dans le sens d'une protection plus importante contre deux risques importants pour nos collègues, celui de la santé et celui de la prévoyance. Alors, autre sujet de grande actualité, on parle beaucoup d'inflation en ce moment. Alors, les faibles rémunérations d'une partie importante des agents territoriaux sont un frein important pour l'attractivité. Alors, c'est un autre sujet qu'on ne développera pas aujourd'hui, mais l'attractivité et la fidélisation aussi des agents, des personnels. Nous avons eu l'annonce du dégel du point d'indice pour cet été, mais malgré cela, l'inflation, on l'a dit, pèse lourdement sur ces catégories d'agents. Alors vous, au sein de vos collectivités, de vos intercommunalités, comment pouvez-vous agir, notamment en faveur de vos agents aux plus faibles rémunérations ? Alors c'est une très bonne question et je dois avouer qu'on est plutôt démunis en fait face à cette question-là. C'est très difficile de trouver des solutions immédiates en fait à cette problématique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas finalement, on ne détient pas l'ensemble des cordons de la bourse. L'argent ne pousse pas sur les arbres, toujours pas. Et les finances des collectivités locales sont mises à mal par des décisions législatives notamment. Mais c'est vrai que notre panier de ressources fiscales se réduit. Et aujourd'hui, les élus sont confrontés à des décisions importantes. Donc, il y a les solutions que mes collègues ont évoquées précédemment qui peuvent constituer des éléments de réponse. On réfléchit bien sûr
à augmenter les durées de télétravail pour pouvoir là aussi éviter des déplacements sur mon territoire rural notamment très longs et donc coûteux pour nos agents. On réfléchit aussi à des solutions par rapport, je sais qu'on a installé des ombrières par exemple photovoltaïques sur nos parkings, donc éventuellement ouvrir la possibilité à nos agents de pouvoir se recharger sur ces bornes, mais cela signifie avoir un véhicule électrique aussi. Voilà, il y a des solutions comme celle-ci. On accompagne également nos agents avec des solutions plutôt sur l'aspect gestion d'un budget. Aussi, on va jusque-là, on rentre un petit peu dans l'intimité des budgets finalement personnels pour les accompagner avec des associations. Comment est-ce qu'on gère un budget? Comment est-ce qu'on optimise certaines dépenses? Voilà. Après, je crois vraiment que dans la fonction publique, on a un autre aspect à traiter qui est celui du sens. Pour fidéliser nos agents, pour être attractifs, parce qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à recruter, c'est une réalité. L'attractivité, elle passe aussi par l'image de la fonction publique, et je crois que l'État et nos partenaires pourraient nous y aider, peut-être les centres de gestion, on en parlait tout à l'heure, mais l'image de la fonction publique aujourd'hui a besoin de redorer son blason. Et ça, c'est quelque chose d'important que l'on doit travailler tous ensemble. Ensuite, je vous le disais, voilà le sens de nos métiers. C'est quelque chose qui existe. Enfin, pour moi, je le vois. J'ai la chance d'avoir des agents et je sais que mes collègues aussi qui ont un véritable sens du service public. Je crois aussi qu'on a tout intérêt à développer cette notion d'accomplissement personnel dans le domaine professionnel pour travailler cette relation au travail finalement, hein, et faire en sorte que eh bien, nos agents n'aient pas l'impression de venir travailler finalement le matin en se levant. Voilà, donc c'est ambitieux, mais je pense vraiment que ça nous permettra de fidéliser, de rendre nos métiers attractifs. Voilà. Alors dans l'accompagnement des collectivités, notamment ce dont on vient de parler, l'accompagnement des agents aux faibles rémunérations, vous Cédric Leloup, avec Edenred, vous avez des solutions diverses d'action sociale en faveur des agents que vous pouvez proposer auprès de vos partenaires publics. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que chez Edenred, on a tendance à dire qu'on est créateur de bien-être, on est booster de pouvoir d'achat. Globalement, on pense que nos solutions sont une vraie réponse à la crise inflationniste. Et quand on sait que 60% des Français estiment que leur préoccupation majeure, c'est le pouvoir d'achat, que 37% des salariés estiment qu'ils vivent en dessous d'un seuil minimal acceptable, on pense qu'effectivement, à travers ce qu'on peut proposer, on a de réelles solutions à apporter à nos parties prenantes. La force de nos solutions, finalement, c'est apporter du pouvoir d'achat. C'est également de s'assurer de flécher en fait l'argent qui pourrait être octroyé pour telle aide ou telle autre aide, et c'est surtout des solutions équitables puisqu'elles peuvent s'adapter à l'ensemble des collaborateurs. Alors parmi les solutions phares, il y en a une que vous connaissez très certainement, c'est le ticket restaurant. C'est alors après la rémunération, c'est le premier avantage préféré des Français et des salariés. Globalement, avec le ticket restaurant, vous pouvez octroyer par collaborateur et par an un pouvoir d'achat supplémentaire de 1 250 € par an, exonéré de toute charge sociale et patronale, donc c'est quand même significatif. C'est donc un gain de pouvoir d'achat important et ça permet de booster justement le pouvoir d'achat du collaborateur. Il y a 4 avantages. Il y a des avantages pour le salarié, effectivement, pouvoir d'achat supplémentaire, et quand on sait que ne serait-ce que pour le déjeuner, une personne qui est au SMIC, la part du déjeuner représente dans son budget mensuel 18%. Avec le ticket restaurant, vous le faites baisser à 8%. Donc c'est non neutre pour quelqu'un qui est sur plutôt les bas salaires. C'est aussi vertueux pour la collectivité parce que elle va donner quelque chose qui a du sens. Et c'est surtout qu'à travers le ticket restaurant, elle va aussi développer son commerce de proximité. Parce que pour 1 € ticket restaurant dépensé sur le commerce de proximité, c'est 2,55 € au global qui va être distribué dans le commerce local. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est également pour les commerçants, parce qu'en fait, ce sont une manne financière qui circule et grâce à ça, c'est aussi du développement d'emplois locaux non délocalisables.
Et puis pour l'État, parce qu'effectivement, créateur d'emplois, pour l'État, c'est aussi important. Donc vraiment des avantages pour l'ensemble des parties prenantes. Et c'est une vraie réponse à la sollicitation et à la demande du pouvoir d'achat. Et le deuxième dispositif qu'on pourrait mettre en avant, c'est aussi un dispositif qui a les mêmes vertus, hein, donc argent fléché, sur une destination précise. Là, on est plutôt sur de l'aide à domicile, sur de la garde d'enfants. On parle du chèque emploi-service universel. Il est beaucoup utilisé aussi dans le cadre du handicap des agents, pour justement accompagner les agents qui sont en difficulté et qui ont une pathologie. Et là aussi, c'est 1830 € par an maximum, exonéré de toute charge patronale et salariale. Donc ça permet une fois de plus de développer le pouvoir d'achat du collaborateur. Et c'est aussi un moyen on va dire, de rendre plus lisible l'emploi d'aide à domicile et de lutter aussi contre le travail au noir. Donc des solutions qui apportent à la fois du pouvoir d'achat, à la fois de la sécurité aussi dans le versement de ces différentes subventions. Donc un modèle plutôt vertueux, mais bien évidemment, comme l'a dit Célia, l'argent, elle pousse pas dans les arbres, et donc ça nécessite aussi un certain engagement. Mais ce qui est certain, c'est que pour 10 € de pouvoir d'achat supplémentaire que la collectivité ou l'entreprise voudrait donner à son salarié, c'est vraiment 10 € qu'elle va dépenser, c'est 10 € dans la poche du collaborateur, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous versez une prime ou un salaire, puisque c'est soumis à cotisation. Donc pour donner 10 € de pouvoir d'achat, en fait vous financez 15 ou 16 €. Donc voilà un petit peu les solutions qu'on peut apporter aux collectivités avec les différentes solutions chez Edenred. Eh bien, merci cher Cédric pour ces commentaires. Merci à tous les quatre pour votre participation. Merci infiniment. Je rappelle, Célia Escuera, vous êtes DGS à la Haute-Corrèze Communauté, Dominique Garnier, DGS de la communauté de communes Erdre-et-Gèvres et secrétaire général de l'association, Laurent Bézosi, directeur général adjoint de service de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vice-président national de la MNT et vice-président national de la MFP. Et enfin, Cédric Leloup, vous êtes directeur national des ventes du secteur public chez Edenred. Merci encore et très bonnes universités d'été. Merci. Merci.